J'aimerais qu'on parle ensemble, ou que vous nous parliez plus exactement, de cet effondrement de l'Europe, de ce modèle européen, on va dire occidental pour généraliser, aller jusqu'aux États-Unis, mais les États-Unis ont finalement juste repris le modèle européen. Donc, de ce modèle européen qui est en train de s'effondrer et qui ne tient plus sur ses bases. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors, il y a un très bon exemple récent qui, je pense, illustre parfaitement ce que je démontre dans l'ouvrage. C'est lorsqu'il y a eu le vote des sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Les seuls pays qui ont à la fois condamné l'invasion et adopté des sanctions, ce sont les pays occidentaux, c'est-à-dire Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis. Les pays d'Amérique latine ont condamné l'invasion mais n'ont pas voté de sanctions. Ça ne mange pas de pain et ça n'engage à rien. Et les pays africains n'ont pas non plus voté de sanctions. Si on a vu la même chose, et lorsqu'on a eu la même chose d'ailleurs lors de l'invasion de l'Afghanistan par exemple, 1979, à ce moment-là, les pays, on va dire, dans le camp occidental, auraient suivi l'Occident et suivaient à l'époque l'Occident. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Donc, dans cette adoption des sanctions qu'on a présentées parfois à tort comme étant une prise de sanctions mondiale, en réalité, ce n'est que le camp occidental qui l'a fait et lui seul. Il n'a pas été suivi. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que l'Occident aujourd'hui n'a plus la capacité d'imposer ses décisions, ses volontés à des pays autres qui étaient jusqu'à présent dans son étranger proche, dans son orbite, sous son influence. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Pour moi, le refus des pays africains de voter des sanctions, c'est une marque réelle d'une indépendance, non plus simplement une indépendance politique, ça ils l'ont eu en 1960 pour la plupart, mais d'une indépendance sur la scène internationale, en disant nous aujourd'hui on fait ce que l'on veut, ou on fait autre chose, en tout cas on n'est plus dans la roue, dans la charrette de la France ou des Européens. Et donc aujourd'hui l'Europe n'est plus en mesure d'imposer son modèle, d'imposer ses valeurs, d'imposer ses idées au reste du monde. Alors ça reste malgré tout une des principales zones économiques mondiales. Ça reste là où on a les grandes entreprises, là où on a l'innovation, la création. Tout ne s'effondre pas. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que ce déclin d'un monde, c'est pas tellement un déclin économique, un déclin politique, c'est un déclin intellectuel et moral. C'est le déclin de l'universalisme. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'Europe a imposé, en croyant à l'universalisme, a imposé ses idées ou a imposé ses valeurs ou ses normes. Aujourd'hui, elle n'est plus en capacité, en mesure de le faire. D'accord. Donc, en fait, mais qu'est-ce qui, dans nos normes, dans nos valeurs, ne fonctionne pas? Parce que, on a dominé le monde pendant plusieurs siècles, et finalement, on peut se dire que la démocratie, telle qu'on l'a, ou telle qu'on l'avait, on l'a encore bien, bien fortement dans nos pays, c'est un modèle qui peut donner envie. C'est-à-dire que moi, je suis libre d'aller d'un pays à l'autre, je suis libre de mes choix, je n'ai pas un État qui me contrôle. Enfin, on se dit que c'est un modèle qui est justement une vocation universelle et qui est censé plaire à tout le monde. Pourquoi est-ce que ce modèle se grippe tout d'un coup? Oui, alors je vais vous donner un exemple qui s'est passé à Dakar, où j'étais fin octobre pour un grand congrès qui était un congrès sur la paix organisé par le président du Sénégal, Macky Sall. Et il y avait plusieurs tables rondes. Et lors d'une table ronde, un intervenant européen a évoqué le cas du Burkina Faso et le fait qu'il y ait eu plusieurs coups d'État, au Burkina d'ailleurs comme au Mali aussi, et donc se lamentant de cette situation en disant quand même ça serait mieux que ces pays adoptent la démocratie. Et à ce moment-là, vous avez eu plusieurs jeunes du Burkina Faso, il doit avoir entre 25 et 30 ans, qui sont intervenus de manière assez véhémente en disant mais non, mais nous on veut pas de la démocratie, le pouvoir des militaires ça nous convient très bien, et la démocratie c'est quelque chose des Européens, nous on n'en veut pas. Alors ça a jeté un froid dans l'assistance, et je ne dis pas que tout le monde partage leur point de vue, mais en tout cas c'est la première fois que ce point de vue est exprimé de manière aussi franche, aussi directe,
dans un cadre qui se veut généralement assez feutré. Ça restait un grand congrès international, ce n'était pas des propos de comptoir. Ce qui veut dire que, effectivement, notre modèle démocratique, qui marche d'ailleurs plus ou moins bien en Europe, mais ça c'est un autre sujet, mais est un modèle qui en fait n'attire pas forcément. Regardez ce qui se passe en Iran. Alors certes, on a des révoltes contre le régime des mollahs, mais enfin le régime tient. Vous avez des personnes qui ont intérêt à ce qu'il y ait un régime dictatorial. En fait, l'erreur, à mon avis, qui est faite par beaucoup, c'est de penser que l'être humain choisit toujours la liberté. Or, les faits montrent le contraire. Je le regrette, parce que moi, je suis plutôt un partisan de la démocratie libérale, mais entre la liberté et l'égalité ou la dictature, mais un régime fort, très souvent, l'être humain choisit le régime fort, ce qui explique que les régimes dictatoriaux tiennent encore à Cuba ou au Venezuela, par exemple. Pourquoi ? Soit parce que vous avez des régimes qui ont la capacité militaire ou policière d'imposer leurs normes, et donc il n'y a pas de révolte parce que c'est impossible de se révolter. Soit parce que la liberté impose la responsabilité. La liberté suppose l'inégalité. Un pays libre est un pays où il y a des inégalités parce que forcément, vous avez des gens qui sont plus malins que d'autres, plus doués, plus intelligents. Et dans beaucoup de pays, c'est d'ailleurs le cas en Europe et en France surtout, on préfère l'égalité. Et Tocqueville avait très bien montré que l'égalité, bien, ça se fait dans les faits. On est effectivement égaux dans la servitude, alors que dans la liberté, on est inégaux. Et c'est une des raisons pour laquelle ce régime le régime européen, la vision européenne est rejetée. En fait, là, aujourd'hui, un grand nombre de populations veut la modernisation, mais sans l'occidentalisation. On a longtemps cru que les deux allaient de pair. On allait être modernisé, donc occidentalisé. Et aujourd'hui, vous avez des personnes qui veulent la modernité, ils veulent le téléphone portable, ils veulent la modernité technique, mais avec le voile intégral ou avec l'islamisme. Ce qui nous paraît incompatible, inconciliable, mais qu'eux arrivent à concilier et à associer. Oui, mais alors, l'islamisme, c'est encore autre chose parce qu'il n'y a pas de, à ma connaissance, je connais mal les pays islamiques, hein, mais il n'y a pas de pays islamiques qui soient des réussites économiques en dehors des pays comme l'Arabie Saoudite qui financent toute leur réussite économique uniquement sur le pétrole, mais donc sur une rente. Mais on n'a pas de grands pays technologiques qui soient en même temps islamiques. Donc c'est peut-être à part, mais vous pourrez me contredire, hein, mais pour moi, c'est peut-être à part. Oui. Par contre, la Chine, effectivement, peut attirer les gens, parce que là, on a une réussite à la fois économique et en même temps une dictature assez forte et qui se renforce au fur et à mesure. Alors là, le problème que vous soulevez, c'est le problème de fond, qui est un vrai sujet et sur lequel je n'ai pas forcément d'ailleurs toutes les réponses. Mais effectivement, on a toujours considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de développement économique sans liberté. Et ça se comprend très bien. Il faut une liberté intellectuelle pour innover, pour inventer, liberté d'entreprendre. S'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de développement économique. Et on l'a vu avec l'Union soviétique ou avec les pays soviétiques, ils ont tenté le développement économique sans la liberté, ça a échoué. Et la Chine semble être le contre-exemple, que vous avez très bien évoqué. Moi, le pari que je prends, c'est que le développement économique de la Chine ne durera pas. D'abord parce qu'une partie des chiffres que l'on a sur l'économie chinoise sont faux. Ce sont des chiffres fournis par le Parti communiste ou par les organes administratifs du Parti communiste, et donc ils sont très largement sujets à caution. De la même manière d'ailleurs que les chiffres de l'Union soviétique à l'époque étaient faussés. Donc je suis très prudent sur les chiffres de croissance. Je vous arrête juste une seconde. Sur les chiffres, alors les chiffres sont probablement faux ou faussés, mais on voit quand même que des villes comme Shanghai il y a 50 ans et Shanghai aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, oui, tout à fait. Shanghai est beaucoup plus développé que Paris. Enfin, oui. Ça n'a rien à voir. Quoi. Bien sûr, là c'est comme une réalité économique. Sur ça, il y a une progression qui est indéniable, évidemment. Mais il faut voir ça sur le long terme, c'est-à-dire qu'est-ce que ça sera dans 15 ou 20 ans.
je ne suis pas certain que les choses soient aussi bonnes dans les 20 prochaines années qu'elles l'ont été dans les 20 dernières. D'abord parce que vous avez un tel poids du Parti communiste que Xi Jinping a très fortement renforcé. C'est-à-dire que ses prédécesseurs avaient lâché un peu de l'Est et avaient lâché un peu côté idéologique. Xi Jinping, dans ses discours, dit clairement que son modèle, c'est Mao. Ça n'évoque pas, ni pour nous, ni pour la Chine, forcément des souvenirs très glorieux. Mais lui, il le voit comme un modèle. C'est-à-dire que la Chine est aujourd'hui un véritable pays communiste. Trop souvent, à tort, on l'a présenté comme un pays capitaliste autoritaire. Aujourd'hui, l'idéologie communiste est réellement réinjectée. D'ailleurs, j'y consacre toute une partie dans mon ouvrage avec une analyse qui est faite remarquable par un Australien sur ce qu'il appelle les forgerons de l'âme, cette capacité à forger l'âme humaine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le côté destruction de la population. La violence qui est exercée à l'égard de la population, on l'a vu notamment avec la politique zéro Covid. Les gens ont été enfermés chez eux, enfin, ils ont été emprisonnés chez eux, ils ne peuvent même pas sortir de leur appartement. On leur a porté, à Shanghai notamment, à manger sur le palier de la porte. J'ai des amis français qui sont restés 3 jours sans manger parce qu'on ne leur aurait pas apporté leur panier repas. Ils ne pouvaient pas sortir. Ça pèse, y compris sur une population chinoise qui, alors on dit elle est habituée. Bon, elle est habituée jusqu'à un certain point. Ça finit quand même par peser. Et puis, le fait qu'aujourd'hui, les Européens ou les Occidentaux se rendent compte que la Chine est dangereuse. Il y a eu pendant longtemps un rêve chinois. Les entreprises françaises et européennes voyaient ça comme un grand Eldorado. On y allait, puis il y avait un marché énorme, 1 milliard d'habitants, des gens qui s'enrichissaient, donc des ressources très importantes. Aujourd'hui, on voit des entreprises qui font marche arrière. Danone a eu des problèmes, Peugeot également. Question sur les brevets, sur le droit. Certaines entreprises commencent à se retirer et à choisir plutôt le Vietnam, plutôt les Philippines. Donc, il y a aujourd'hui un grand nombre d'indicateurs qui ne sont pas forcément très positifs pour la Chine, qui fait que sur les 20 années qui viennent, je ne suis pas certain, mais peut-être que je me trompe et que l'exemple chinois contredira tout ça, mais je ne suis pas certain que la Chine réussisse à maintenir son développement économique et sa croissance économique. En tout cas, pas de la même manière qu'elle l'a fait au cours des 20 années qui ont précédé.